Il est 23 heures à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. À la une ce soir, la cérémonie de remise symbolique de clés par le Premier ministre Patrick Achi aux souscripteurs des logements sociaux économiques dans la commune de Songon. Cela s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel garantissant l'accès au logement pour tous. Nous nous intéresserons également à la vie des désormais Ivoiriens de la diaspora installés au Ghana voisin. Ils ont décidé d'y rester bien que n'étant plus des réfugiés, du statut donc de réfugiés à l'intégration locale. Quelle réalité pour ces Ivoiriens? Nous en parlerons dans le dossier vide ici proposé par Kader Sogodogo. Et puis, la Cour pénale internationale a émis aujourd'hui un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Il est accusé d'être responsable de crimes de guerre commis en Ukraine. Moscou dénonce une décision insignifiante et dénuée de sens. Voilà pour les titres. On se rend tout de suite à Songon, Assemblée, où le Premier ministre Patrick Achi était hier. Il y a procédé à la remise symbolique de clés de logements sociaux à plus de 5000 souscripteurs. Cérémonie qui s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux pour tous. 150 000 logements sociaux prévus donc dans la période allant de 2021 à 2025. Le processus est en cours. On en parle avec Franck Quadio. La joie d'être propriétaire et le plaisir d'ouvrir les portes de sa propre maison. Martin Guédou, enseignant-chercheur, savoure, souscripteur au programme présidentiel de logements sociaux et économiques depuis 2015. Il vient de recevoir officiellement les clés de sa demeure. Il fallait croire. Nous, on croyait vraiment en ce programme du gouvernement. Mais à un moment donné, on était quand même découragés. Parce que les travaux n'avançaient pas, il y avait des blocages. Après, il y avait un certain nombre d'infrastructures qui manquaient, notamment la voirie, l'électricité. Mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, et grâce au gouvernement, on a l'électricité, on a tout. Quelques heures plus tôt, rond-point du village de Songon-Assemblée. Des bénéficiaires, comme Martin Guédou, tout heureux se voient remettre leurs clés par le Premier ministre Patrick Achi. L'aboutissement des longs processus pour 2022, 5617 logements sont disponibles. Ce moment singulier qui consacre l'ensemble des efforts menés jusque-là pour faire de nous des propriétaires est une étape significative qui marque d'une pierre indélébile nos vies à la fois sur le plan familial et personnel. Le plus grand merci que nous puissions offrir en retour sera de veiller au bon entretien de ces espaces de vie. Les opérateurs et partenaires immobiliers partagent le même état d'esprit. L'engagement à relever le défi de participer à cette politique gouvernementale du logement pour tous. Une de leurs préoccupations d'ailleurs relevée par la tutelle, la nécessité pour l'État d'achever les travaux de viabilisation avant d'engager ces derniers dans le processus. Bruno Damagné-Koné cependant rassure, le programme présidentiel garantissant à tous l'accès au logement demeure une réalité. Ce programme, qui vise la construction de 150 000 logements sur la période 2021-2025, est aussi une réponse concrète à l'une des préoccupations majeures du quotidien de nos populations, pour qui le logement constitue le deuxième plus important poste de dépenses après les dépenses liées à l'alimentation. Au-delà de la cérémonie de ce jour, notre ambition est de capitaliser l'expérience acquise ici, à Songon, pour faire mieux et réaliser encore plus vite nos prochains projets, notamment celui de Haoué qui vient d'être lancé sur l'axe Abidjan-Alépé. Ce dispositif nouveau a commencé à faire voir ses fruits avec des perspectives plutôt rassurantes pour nous. Nous enregistrons en effet à ce jour des intentions de construction d'une trentaine d'opérateurs pour un total, tenez-vous bien, de plus de 400 000 logements projetés, dont certains chantiers ont déjà démarré. Ces grands projets laissent entrevoir une montée en puissance de ce programme qui doit nous permettre de passer à une échelle bientôt de 40 à 50 000 unités produites par an si nous voulons réduire significativement le déficit de logement dans notre pays
au cours des 10 prochaines années. Quelques blocages ont certes agrippé la machine, mais le gouvernement dit maintenir le cap. La mise en œuvre de ce programme a mobilisé des efforts considérables, plus de 100 milliards d'investissements dans la réalisation des travaux de voirie et de raccordement aux différents réseaux d'eau et d'électricité, la mise en place de l'Agence nationale de l'habitat. Tous ces efforts constituent des preuves, si besoin en était, de notre engagement à faire du logement pour tous une réalité visible. C'est dans le cadre de ces programmes d'envergure de l'État que fut ainsi mobilisé ce site de Songon-Kassamblé, d'une superficie de 439 hectares, destiné à la construction d'un nouveau pôle urbain. La seconde phase du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques en marche a donc. Aux autres acquéreurs qui, après vous, attendent de recevoir leurs clés, je voudrais leur dire que leur attente ne sera plus très longue, avec les finitions de la viabilisation qui sont là maintenant quasiment achevées. Je vous annonce par ailleurs qu'un programme de 25 000 logements dans les communes du Grand Abidjan et dans les principales villes secondaires du pays seront lancés dans les toutes prochaines semaines au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que, après vous, d'autres heureux acquéreurs puissent enfin accéder à leur maison. 5 617 logements à Songon, mais aussi à Bingéville et Modeste, entre autres. Sur les lieux à Songon, plusieurs activités. Le Premier ministre a offert du matériel d'assainissement au syndic, sans oublier la visite de Villa Témoin et d'autres sites en compagnie de promoteurs, puis cerise sur le gâteau, une rencontre avec quelques nouveaux propriétaires, dont notre enseignant-chercheur qui, avant notre micro, a livré l'exclusivité de ses impressions au Premier ministre Patrick Hachi. Voilà, des logements décents et à coût réduit pour les Ivoiriens. Le programme de construction se poursuit donc. Un tour aux États-Unis d'Amérique où la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant séjournait récemment. Nassene Touré y était et elle a rencontré là-bas plusieurs institutions et organisations internationales au cœur des échanges et bien l'amélioration des conditions des vies et des femmes et des enfants en Côte d'Ivoire. Envoyé spécial aux États-Unis pour la RTI, Mamadou Kouassi. Washington, au siège du NDI, National Democratic Institute. C'est ici que la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant entame sa tournée de la capitale américaine. Au centre des échanges, la question de la participation des femmes ivoiriennes aux Jeux démocratiques ainsi que leur appui à l'autonomisation. Après le NDI, cap a été mis sur la Banque mondiale. Ici, Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale, a salué les efforts de la Côte d'Ivoire en termes de renforcement des droits de la femme. Lors des échanges, la ministre a été rassurée de l'appui de la Banque mondiale dans la nouvelle orientation de la coopération avec la Côte d'Ivoire. Vous savez, la question du genre qui la préoccupe, mais qui nous préoccupe aussi, puisque c'est une question fondamentale de développement. Et Madame la ministre a fait un plaidoyer fort, éloquent par rapport à ce qu'elles font, mais en même temps, leurs besoins. Et en tant que partenaire de la Côte d'Ivoire, je lui ai donné des assurances qu'en plus des programmes qui existent, dans le cadre de nouveaux stratégies de partenariat de la Côte d'Ivoire avec la Banque mondiale qui a été adoptée par notre conseil d'administration il y a 2 mois, où le développement du capital humain est au centre de nos priorités, nous allons travailler avec son ministère pour renforcer notre coopération et contribuer à l'agenda véritablement de l'inclusion et d'un développement inclusif en Côte d'Ivoire. Au siège du PEPFAR et de l'USAID, la ministre Nassene Touré a présenté à chaque étape les actions du gouvernement pour l'amélioration des conditions des femmes et des enfants. Elle plaide pour un soutien en faveur de cette couche afin d'accompagner la politique de développement de la Côte d'Ivoire. Un tour d'horizon sur ce que nous faisons déjà et attirer leur attention sur d'autres possibilités. Et on a été très contents et on se rend compte qu'au niveau de ces différentes agences-là, le problème de l'inclusion de tous les genres, la question de la femme, des enfants, des familles et de la migration dans nos zones sont une réalité. Le département d'État a été la dernière étape de ces rencontres. Ici, les échanges ont porté sur la question de la traite de personnes.
Occasion pour la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de rappeler les initiatives du gouvernement et surtout celles de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à éradiquer ce fléau. Démarche saluée par la partie américaine qui se réjouit du travail sur le terrain. Retour en Côte d'Ivoire pour parler emploi jeune. L'état-major des armées a lancé le 6 février dernier, vous savez certainement, un recrutement de sous-officiers et soldats de rang dotés de diplômes dans les métiers de la mécanique, du bâtiment et de l'électricité, grâce au partenariat avec le ministère en charge de la formation professionnelle. Déjà, 5000 candidats ont été enregistrés et une équipe conjointe des deux parties a effectué récemment une visite des établissements devant accueillir les tests pratiques. On en parle avec David Soyo et Jean-Marc Djadji. Une délégation de l'état-major des armées et celle du ministère en charge de la formation professionnelle sur le site du centre multisectoriel Mohamed VI de Yopougon. Une visite pour s'enquérir des installations d'évaluation du recrutement en cours pour le compte de l'armée. Il s'agit de recruter des sous-officiers et des militaires de rang ayant des diplômes dans les métiers de l'électronique, l'électricité, l'informatique, le bâtiment, la mécanique générale et l'automobile. Après une expérience peu fructueuse, nous avons engagé un partenariat avec le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. J'avoue que ça porte fruit. En commençant déjà par la communication, ça a permis d'avoir beaucoup de candidats, 5496, et il était bon pour ce qui concerne les étapes à venir, surtout les tests pratiques, d'aller sur le terrain, voir les établissements et voir comment on peut tester nos candidats, de sorte qu'au final, on ait du personnel qualifié. 8 établissements de Yopougon, de Vridi, de Trècheville, de Marcory et de Koumassi sont retenus pour les tests pratiques des candidats. C'est une fierté pour nous de mettre à la disposition de l'armée des compétences formées dans nos établissements, des talents pour faire de notre armée une armée d'élite. Le ministre nous a instruit de vraiment veiller à ce que ce soit les meilleurs qui soient sélectionnés pour être mis à la disposition de l'armée de Côte d'Ivoire. Cette collaboration est le fruit de la mise en œuvre du programme de l'école, de la deuxième chance et de l'Académie des talents. C'est à peu près 4 à 5-6 millions de jeunes qui sont diplômés sans emploi, qui sont déscolarisés, qui sont mal insérés. Donc l'ambition du ministère, et en partenariat avec les autres ministères, c'est de proposer des postes à pourvoir, de former ces jeunes en fonction des profils recherchés, de sorte que, au travers de l'école de la deuxième chance, ces jeunes aient véritablement la chance d'intégrer une activité. Lancé depuis le 6 février, pour l'heure, ce sont plus de 5000 candidats retenus pour la visite médicale. Ces jeunes formés par le ministère en charge de la formation professionnelle viendront compenser le déficit du personnel spécialisé en métiers vieillissants ou retraités de l'armée de Côte d'Ivoire. Je vous en parlais en titre. Suite à la crise post-électorale en 2011, 30 000 Ivoiriens avaient trouvé refuge au Ghana voisin. Avec le retour de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire, un peu plus de 25 000 Ivoiriens ont regagné le pays. Certains, par contre, ont décidé de rester dans leur pays d'accueil, non plus comme réfugiés, le Haut Commissariat aux réfugiés ayant mis fin au statut de réfugiés ivoiriens à travers le monde, mais plutôt donc comme désormais Ivoiriens de la diaspora. Qui sont-ils ? Que font-ils au Ghana? Quelles sont les raisons de ce choix? Eh bien, Kader Sogodogo, envoyé spécial pour la RTI au Ghana, les a rencontrés et nous propose leur quotidien, il nous propose leur réalité, il nous propose un dossier vu d'ici ce vendredi. Accra, capitale du Ghana, quartier Kassoa, Eric Kiplé, la quarantaine révolue, après une dure journée regagne son domicile. Nora et Chris, ses 2 enfants, sont visiblement heureux de retrouver leur père. En 2011, lors de l'éclatement de la crise post-électorale, Eric Kiplé a dû se réfugier au Ghana. Il se souvient de ces moments difficiles. J'avais que 100 000 francs en poche quand je suis arrivé ici. J'ai loué un hostel et après 1 mois, je n'avais plus d'argent. Donc je me suis retrouvé avec un certain nombre de jeunes. On s'est retrouvés devant l'agence des réfugiés qu'on appelle le Ghana Refugee Board
On a dormi à la Belle Étoile. Pour certains, ils ont fait 1 an à la Belle Étoile. Pour certains, 6 mois. Moi, j'ai eu la chance, j'ai fait 3 mois là. En Côte d'Ivoire, la bataille de la paix gagnée, de nombreux réfugiés allaient regagner la mère patrie. Plusieurs programmes sont proposés. Retour volontaire assisté et intégration locale. Au Ghana voisin, le nombre de réfugiés passe de 30 000 à moins de 3 000. Ceux qui y sont encore, comme Eric, ont opté pour l'intégration locale. Avec la fin du statut de réfugié ivoirien à travers le monde, tel que voulu par le HCR, pourquoi avoir choisi de rester au Ghana? En Côte d'Ivoire, j'avais des acquis en anglais. Et donc, quand je suis arrivé ici, on a fréquenté des organisations religieuses et j'ai eu la chance, en allant dans une église, ils avaient des missionnaires qui sont arrivés, ils avaient un problème d'interprète et j'ai proposé mes services. Est-ce que je pouvais essayer? Ils m'ont dit, bon, essaye, on va voir. Comme c'est dans le cadre religieux, ce n'était pas en tant que tel rémunéré, mais c'est plus tard que l'organisation religieuse, c'était une organisation religieuse américaine, ils ont essayé de voir dans quelle mesure ils allaient me donner quelque chose. C'est ce sacrifice-là qui nous a permis de choisir de rester au Ghana, permettre à nos enfants d'aller à l'école. Et ça me permet aussi de mener mon activité d'interprète. Ces ex-réfugiés ivoiriens au Ghana, on les retrouve à Accra, à Ipen, Kumasi et Cape Coast. Ils sont en activité dans divers domaines. L'enseignement, la sécurité privée, le tourisme, hôtelier ou traducteur, opérateur économique, etc. Nazer Gappa et Frédéric Kouyo s'en sortent bien au Ghana. Et il était difficile pour eux de tout plaquer pour regagner Abidjan. Donc quand je suis arrivé ici, certaines personnes que je connaissais déjà depuis avant la crise, parce que je venais très souvent ici, ils m'ont sollicité pour dire, bon, comme tu es là, bon, on aura besoin de ton expertise, si tu peux nous aider à faire contrôle qualité de nos produits et tout ça. J'ai dit, ok, ça marche. Donc, de temps en temps, j'essaie d'épauler les gens dans leur business de acajou, soja, maïs, coco, et ça va. Par la grâce de Dieu. On dit merci à Dieu. Je ne peux pas laisser ça un coup pour un temps en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour des raisons politiques. La politique, c'est derrière nous. Je travaille ici. En même temps, je suis encore étudiant encore ici. Je suis dans la sous-traitance, c'est-à-dire que nous faisons généralement la surveillance des examens internationaux. On est suivi par des outils informatiques. Quand le client s'inscrit à travers notre logiciel, qui est un logiciel en ligne, on prend le contrôle de l'ordinateur, on fait la vérification du client. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, et son équipe, sur instruction du président de la République Alassane Ouattara, sont à la rencontre des ex-réfugiés devenus ivoiriens de la diaspora. Lomé au Togo, Accra au Ghana et bientôt le Mali, le Libéria et la Mauritanie. L'objectif est clair, délivrer à ces Ivoiriens des passeports gratuitement. C'est la Côte d'Ivoire qui ouvre ainsi ses bras à tous ses enfants. Cela marque la volonté d'une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire qui tient compte, n'est-ce pas, de tous ses enfants, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou bien hors du pays. Le président de la République a décidé de faire en sorte que chaque Ivoirien soit protégé. Donc vraiment, nous sommes heureux. Des ex-réfugiés fiers de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je voulais dire au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, merci. Nous sommes dans un stade de reconstruction de notre nation. Nous sommes dans un stade de paix. Nous avons des réfugiés qui sont partis, que la dernière fois qu'ils ont eu à rencontrer son conseiller spécial pour voir dans quelle mesure ils vont être intégrés. Nous avons des gens là-bas qui se battent pour permettre à nos frères réfugiés qui étaient ici de pouvoir être intégrés. Et pour nous qui sommes au Ghana, le fait même de nous donner nos passeports, c'est un ouf de soulagement. Ça nous permet de pouvoir mener nos activités, ça nous permet de pouvoir nourrir nos familles. Les portes des ambassades de Côte d'Ivoire auprès de leur pays d'accueil leur sont également ouvertes. L'ambassade, elle vous appartient. Vous pouvez venir quand vous voulez pour vos démarches administratives. Il n'y a pas de raison que vous soyez étiqueté. Donc c'est un appel également que je tiens à lancer à l'endroit de tous nos frères ivoiriens qui vivent ici au Ghana, au Togo, au Bénin. En tout
tout cas, nous y travaillons pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. À l'image des enfants qui plaient, Nora en forme 1, l'équivalent de la 6e, et Chris en classe 6 ou CM2 chante le God Bless You, l'hymne national du Ghana. Cela est une marque de civisme. C'est aussi le reflet du bon comportement des ex-réfugiés, que dis-je, des Ivoiriens de la diaspora, du côté du Ghana. God bless our homeland, Ghana. Great and strong, bold to defend forever the cause of freedom and of right. Voilà, du statut de réfugié à l'intégration locale, la vie des Ivoiriens de la diaspora au Ghana, dossier VDC proposé par Kader Sogodogo. Autoroute Abidjan-Lagos, une réunion ministérielle d'évaluation s'est tenue ici même à Abidjan ce vendredi, 18e réunion du comité de pilotage et des experts en charge du projet de construction de ce couloir long de 1081 km, un des principaux projets de connexion donc par la route de 5 pays d'Afrique de l'Ouest. On en parle avec Lansine Bakayoko. À l'ordre du jour de cette 18e réunion ministérielle ici à Abidjan, la désignation des membres du conseil d'administration de l'autorité de gestion du corridor Abidjan-Lagos, l'avancement des études techniques, les droits de passage et les servitudes, le tunnel au niveau d'Accra ou encore le financement et la visibilité du projet. Le projet en question représente entre 70 à 75% des transactions commerciales et trafic en Afrique de l'Ouest. Donc, important pour la compétitivité de nos économies. Il s'agit donc d'accroître le volume du commerce intracommunautaire, seulement de 15% aujourd'hui. Mais il va falloir appuyer sur l'accélérateur au regard du retard accusé, du fait notamment de la lenteur des études techniques, des pesanteurs politiques et surtout des problèmes liés à la mobilisation des 10 000 milliards de francs CFA nécessaires au financement du projet. Les investisseurs ont marqué leur intérêt pour le projet. Nous espérons qu'au prochain forum de novembre 2023, nous serons à mesure de leur présenter des options concrètes de financement. Un réel motif d'espoir qui ne doit tout de même pas mettre en veilleuse la nécessité de créer un fonds destiné aux infrastructures régionales. Ce fonds, qui sera alimenté par des prélèvements effectués sur les matières premières, devrait être opérationnel dans les mois à venir. Nous sommes réellement engagés à concrétiser la vision de nos chefs d'État qui ambitionnent d'une sous-région inclusive, prospère et dont les échanges commerciaux sont plus dynamiques. Nous avons entamé les échanges avec toutes les structures compétentes pour la déclaration d'utilité publique de ce couloir. Le couloir routier Abidjan-Lagos est long de 1081 km. La section ivoirienne concerne 143 km de Bingerville à Noué, avec une dizaine d'échangeurs. Et on en vient à présent à la célébration des 10 ans du tribunal du commerce, doublée des 5 ans de sa cour d'appel. Une double cérémonie qui était donc le lieu de faire le point et de dévoiler les perspectives. On en parle avec Genosa Kwadio et Didier Nguessan. Ils y étaient pour RTI. 23 261 procédures enrôlées, 21 605 décisions rendues par le tribunal du commerce, 4 021 procédures enrôlées et 3 516 décisions rendues par la cour d'appel. Voici le bilan des 10 ans du tribunal du commerce et des 5 ans de sa cour d'appel. Le secteur privé a toujours voulu disposer d'une juridiction spécialisée dans ce domaine. Et ce souhait longtemps exprimé a été, on a tous vu, entendu par M. le Président de la République, qui a pris la décision pour instituer la juridiction du commerce. Une juridiction spéciale pour gérer les litiges entre acteurs du secteur. Une bouffée d'oxygène pour assurer les investisseurs. Désengorger les juridictions de droit commun tout en favorisant la célérité dans la résolution des litiges commerciaux et deuxièmement, celui d'assainir l'environnement des affaires en assurant la sécurité juridique et judiciaire, facteur indispensable pour l'attraction des investissements dans notre pays. Le soutien de la Banque mondiale a permis d'améliorer l'efficacité du traitement des litiges
en matière commerciale. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambili, félicite les acteurs de ces juridictions et maintient sa politique de démarche qualité. L'importance des juridictions de commerce, régulateurs entre le droit et le monde économique, n'est plus à démontrer. Ces juridictions sont un outil majeur de modernisation et de sécurisation de l'environnement des affaires dans notre pays. La célébration des 10 ans du tribunal du commerce, couplée des 5 ans de sa cour d'appel, est l'occasion de distinguer les 30 pionniers des deux juridictions. À présent, le point Covid. Deux nouveaux cas enregistrés ce vendredi 17 mars 2023. 4 guéris, 0 décès, fort heureusement. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 88 291 cas confirmés, dont 87 436 personnes guéries et 834 décès. Dans le district du Bassa-Sandra, on y va pour parler développement. En ce moment, plusieurs études stratégiques qui sont en cours de validation et c'est avec Sam Konon qu'on en parle. Développement du district autonome du Bassa-Sandra. 3 ateliers viennent de se tenir dans les villes de Soubré, de Sassandra et de San Pedro. Des ateliers de validation des rapports dits rapports intermédiaires sur les études stratégiques du schéma directeur d'aménagement et de développement du territoire et sur le guide des atouts et potentialités économiques du district. La chaire UNESCO, Anticipation, Prospective et Territoire durable, est en charge des dites études. L'objectif assigné à ces ateliers est de restituer les résultats d'enquête que nous avons eu à réaliser afin de recueillir les avis, les observations, les contributions des différentes parties prenantes du processus afin de pouvoir améliorer le document et avoir des documents, des rapports qui reflètent la réalité du terrain. Pour le ministre-gouverneur Philippe Légré qui présidait ces ateliers, ces études vont servir de boussole au district. La prochaine fois, c'est le document définitif que nous allons avoir. Et je peux dire que nous sommes à 90% de nos objectifs en ce qui concerne nos études. Et comme nous ne voulons pas faire les choses de façon hasardeuse et nous ne voulons pas aller dans tous les sens, nous attendons vraiment les résultats de toutes ces études-là pour nous permettre de nous engager. S'engager, bien sûr, sur la voie de développement tracée par le président de la République, Alassane Ouattara, selon le premier responsable du district autonome du Bassa-Sandra, qui annonce des bonnes nouvelles. Ce serait un péché de ne pas faire confiance au président Ouattara, parce qu'en 2023 et en 2024, eh bien, il y aura beaucoup de réalisations dans notre district. Tant au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la santé, au niveau de la jeunesse, le bitumage d'un certain nombre de voies par BOT. La voie qui part de Yabayo à Bio, la voie qui part de Gueyo à Lakota, la voie qui part de Bérébi à Tabo. Évidemment, les voiries au niveau de San Pedro, de Sassandra, de Soubré, les travaux vont démarrer cette année. En attendant le démarrage de tous ces chantiers de développement, les travaux de renforcement de la route côtière lancés par le Premier ministre Patrick Achi sont quant à eux en voie d'achèvement pour le bonheur des populations. Et on parle développement toujours, on se rend pour ce faire à Madinani. La commune vient de se doter d'une salle multimédia. Objectif, rapprocher les populations de l'outil informatique. Souleymane Donisongou, Abdoulaye Kone. La commune de Madinani, dans la région du Kabadougou, vient de bénéficier d'une salle multimédia. L'exécution de ce projet vise à familiariser la population à l'outil informatique. Le vice-président et représentant du ministre-gouverneur du district du Denguélé soutient et justifie les raisons de cette action à portée éducative. L'espace numérique qui est offert ici à Madinani permettra-t-il à nos enseignants, mais aussi aux élèves, d'avoir un accès plus facile aux ressources documentaires et pédagogiques? C'est à juste titre que le ministre-gouverneur a inscrit le numérique au cœur de ses priorités. L'acte s'est traduit par la remise des clés du bâtiment entre le premier magistrat de la commune et le représentant du donateur qui n'est autre que le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, Lassina Doumbia. Sans les qualités de M. le maire, ses qualités d'organisation et de rigueur, nous savons qu'il en fera un très bon usage, que cela permettra à la jeunesse d'avoir une ouverture sur le monde extérieur.
Fanny Siaka, maire de Madinani, marque sa satisfaction et exhorte la population à faire du numérique un allié. Nous sommes particulièrement reconnaissants aux donateurs, toute la population de Madinani, notamment les fonctionnaires. Tout le monde dans son entièreté est invité à venir fréquenter cette salle multimédia. Logée dans l'enceinte du centre polyvalent, cette bâtisse réalisée à hauteur de 40 millions de francs CFA comprend 36 ordinateurs, des bureaux, des chaises, 3 ordinateurs portables, un vidéoprojecteur ainsi qu'un dispositif complet Wi-Fi. Et on termine hors de chez nous, ce sera en images. La Cour pénale internationale a émis aujourd'hui un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. La CPI accuse le président russe d'être responsable de crimes de guerre commis en Ukraine. Moscou dénonce dans la foulée une décision insignifiante, dénuée de sens. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur nos antennes.